là, j'ai ceci que nous avons appelé la violente espérance de Stéphane Hessel. Ce sont 8 pages où il y a Apollinaire et les textes des Nations Unies, de mes Nations Unies, la Charte des Nations Unies. We, the peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war. Et à côté, parce qu'il fallait garder l'ironie, ah Dieu, que la guerre est jolie avec ses chants, ses longs loisirs. Cette bague, je l'ai polie, le vent se mêle à vos soupirs. Apollinaire là, la Déclaration universelle ici, la charte de Sao Paulo que nous avons rédigée le 9 novembre dernier avec Michel Rocard et Cardoso, l'ancien président du Brésil, et qui se termine par « S'il est urgent d'alerter, il est encore plus urgent de commencer, commençons ». Et là, on voit qu'il faut commencer. Et là, nous avons dit au centre, il faut avoir tout ce qui nous fait honte, shame, Dora, Guantanamo, Sabra et Shatila, la Birmanie, Abu Ghraib, le Tibet et surtout Gaza. Et l'article 5 de la Déclaration universelle. Et quand même un peu d'ironie avec 2 jolis texte d'Apollinaire, incertitude, ô mes délices, vous et moi, nous nous en allons comme s'en vont les écrevisses, à reculons, à reculons. Et l'autre, que j'aime beaucoup aussi, passons, passons, puisque tout passe, je me retournerai souvent, les souvenirs sont corps de chasse dont meurt le bruit parmi le vent. Encore Apollinaire, shame, il a mis une belle tête là, mon ami Pascal, le maître, et on continue avec un mur. Quel mur? Pas, bien sûr, le mur que les Israéliens ont eu le toupet de construire sur territoire palestinien. Mais ironie, ironie, il y a l'article 16, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État. Ah là là. Et dans le bestiaire, avec ses 4 dromadaires, Don Pedro d'Alfarubera courut le monde et l'admira. Il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. Je n'ai pas 4 dromadaires, mais j'ai encore une belle phrase, un vers superbe d'Apollinaire dans La Jolie Rousse. Il dit à un moment donné, nous voulons explorer la bonté, contrée énorme où tout se tait. C'est là-dessus que nous avons terminé notre point d'ironie. Vous voyez, on a fait quelque chose qui peut être maintenant diffusé largement dans le monde. Quelle chance! Nous avons décidé de parler aujourd'hui de la succession de mes engagements. Et pour cela, un peu artificiellement, nous avons choisi 4 dates de ma vie. L'âge de 7 ans, c'est-à-dire le moment où je quitte l'Allemagne et où j'arrive en France, l'âge de 30 ans où je me trouve au sein des Nations Unies, de 60 ans où je m'occupe du développement des pays du Sud, et de 90 ans où je m'intéresse encore et toujours au problème de l'immigration. Voilà mes engagements. Pourquoi est-ce que quelqu'un comme moi a cru nécessaire de s'engager et de porter des problèmes qui lui paraissaient importants, même s'il s'aperçoit que ces problèmes ne rencontrent pas les objectifs qu'il se propose. C'est quand même une chance pour un petit Berlinois qui arrive à Paris, d'arriver dans un Paris qui était déjà animé par ses parents. On m'a amené chez Marc Chagall, par exemple. Il y avait Picasso qu'on allait voir à Montmartre. Marcel Duchamp, ami de mes parents, portait quelque chose qui était un non à l'art, entre guillemets, et un oui à l'homme. J'ai éprouvé Duchamp comme un
un vrai initiateur à prendre la vie autrement que ce n'est le cas traditionnellement. Ce sont des êtres qui ont meublé mon imagination de petits garçons berlinois, issus d'une famille non conformiste, dans laquelle les valeurs morales sont jouées par chacun à sa manière, pas forcément à celle du conformisme dans lequel il évolue. Ce petit garçon, déjà intéressé par autre chose que sa seule école, voilà qu'il va rencontrer la langue française. De tout ce que pouvait m'apporter cette connaissance des arts, ce qui m'a le plus frappé dès le début, c'est le goût que j'ai de la poésie. Quand je raconte, quand je récite un petit poème, je vous en récite un par exemple, un petit poème d'Apollinaire, il est court. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est morte, souviens-t'en, nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Rien que dans ces 5 vers, c'est peu de choses, 5 vers, il y a quelque chose qui m'émeut chaque fois. Ma femme me trouve ridicule parce qu'à la fin d'un poème, j'ai des larmes dans la voix. Et cet élément poétique, j'ai essayé d'en utiliser toute la saveur dans les moments les plus rudes de mon existence, dans les camps de concentration, quand on n'arrivait pas à s'endormir et qu'on avait besoin d'être réconforté. Je me récitais une longue poésie et ça me permettait de survivre. J'ai subi à peu près tout ce qu'on peut subir dans une guerre, emprisonné, évadé, rejoignant le général de Gaulle, envoyé dans la résistance, emprisonné par la Gestapo, passant 10 mois dans les camps de concentration, condamné à mort et sauvé. C'est dans un de ces immeubles que j'ai été emmené depuis le cimetière Montparnasse jusqu'à une chambre de bonne là-haut, dans l'un de ces immeubles, pas celui-ci, un autre, et j'y suis resté 1 mois. J'ai été ensuite embarqué pour Buchenwald. Et c'est à ce moment-là que Jo Thomas a réussi à monter un complot remarquable avec l'aide d'un grand Allemand, Eugen Kogon. Il a obtenu du médecin SS que 3 d'entre nous puissent être amenés au bloc du typhus, puissent y être échangés contre 3 petits Français morts du typhus, prenant donc leur identité, et notre identité a été envoyée avec le corps de chacun des 3 au crématorium. C'est ainsi que Michel Boitel, qui est mort le 20 octobre 1944, c'est-à-dire le jour de mon 27e anniversaire, m'a donné son identité. Il est mort, le pauvre garçon, il avait 22 ans. Moi, j'en avais 27. Et son identité est devenue la mienne et j'ai pu continuer à passer à travers les différents camps de concentration jusqu'à ma libération finale après Dora en avril 1945 sous l'identité de Michel Boitel, alors que mon nom figure parmi les morts du typhus le 20 octobre 1944 dans les archives de Buchenwald. Je possède mon certificat de décès, tamponné par la Gestapo, par les camps, par les SS des camps de Buchenwald. Voilà l'histoire qui a commencé ici, dans l'un de ces immeubles, dans les chambres de bonne où nous étions soumis à une succession d'interrogatoires qui n'ont pas comporté plus de violence que ce que j'étais capable de supporter sans fléchir. Je suis content de n'avoir trahi aucun ami, je suis content d'avoir pu subir cette phase de ma vie sans en être définitivement marqué. Aujourd'hui, l'avenue Foch, j'oublie, je n'y pense plus.
Mais au bout de tout cela, et à l'âge de 30 ans, me voici à New York. Me voici au sein des Nations Unies. Qu'est-ce que je fais? C'est de travailler sur la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est un moment extraordinaire dans ma vie et je me sens engagé dans ce combat. Ma Déclaration universelle des droits de l'homme, il y a 62 ans, dans cette salle où nous nous trouvons maintenant, elle a été adoptée sans un vote contraire. Si on avait attendu 2 ou 3 ans, il aurait été impossible de mettre toutes ces parties d'accord. Nous allions rencontrer la guerre de Corée, l'opposition brutale entre l'Est et l'Ouest. Elle a pu ne pas empêcher l'adoption d'un texte aussi ambitieux, aussi précieux que celui-là. Un texte le seul auquel on a pu ajouter l'adjectif universel. C'est quelque chose d'unique, pratiquement, dans les annales des relations entre grands États, que de dire il y a des valeurs et elles sont là et elles s'appliquent à tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants du monde. Il y a peut-être des États qui n'ont pas envie de les garantir et malheureusement, il y en a beaucoup. Mais cette lutte-là, elle est aujourd'hui sans doute l'un des défis fondamentaux pour lesquels nous n'avons pas encore trouvé les termes qui pourraient enthousiasmer et guider les jeunes générations pour que dans ce domaine aussi, nous aboutissions à des résultats. Warum war es Ihnen denn damals gerade so wichtig, direkt nach dem Krieg an den Menschenrechten mitzuarbeiten? Natürlich war es ein bisschen das Herauskommen von was wir erfahren hatten. Wir hatten den Krieg erfahren, wir hatten Hitler erfahren und die Entwürdigung der Menschen, die daraus stammte. Und wir wollten also nun versuchen, Würdigkeit aufzubauen, die Würde des Menschen. Heute Abend stellen Sie ja Gedichte vor, oder morgen Abend vielmehr Gedichte vor, aus Ihrem Gedichtband, den Sie jetzt rausgebracht haben hier in Deutschland. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, dass sogar meine Dichtung, meine Liebe für Dichtung, jetzt einen deutschen Partner gefunden hat, und zwar in Herrn Michael Kogon, der Sohn von meinem Retter in Buchenwald, den ich heute treffen werde, und dem bin ich sehr dankbar, dass er es mir erlaubt hat, meine Dichtung auch auf Deutsch vorwärts zu bringen. C'est un moment extraordinaire pour moi parce que je rencontre le Fils de l'homme qui a été pour moi l'extraordinaire sauveur. Si tu veux, il y a un banc là, c'est une merveilleuse coïncidence. Non, je ne dirais pas coïncidence, parce que ce n'est pas un hasard, une concordance de nos destins. C'est que maintenant, ce livre, ce joli livre que j'ai écrit pour y joindre toutes sortes de poèmes que je sais par cœur, que tu sois tombé sur ce livre et que tu aies pris la décision extraordinaire de le traduire en allemand. Oui, c'était une décision absolument nécessaire pour moi, parce que dès le moment où j'ai vu ce livre, je suis tombé amoureux immédiatement, parce que c'est un livre où il s'agit de l'amour de la poésie, mais derrière il y a l'amour de la vie, peut-être aussi l'amour des femmes, tout ça. Alors on le sent. Alors j'ai eu l'impression tout de suite que c'est un livre extrêmement important, si beau et si personnel et si émouvant. Alors c'était sûr pour moi de traduire ce livre immédiatement. Ce que la poésie a peut-être de plus fort pour moi, là où elle m'est la plus précieuse, c'est qu'elle est constamment une préparation à comprendre la vie et donc à comprendre la mort. Pour moi, la mort
a été, à certains moments de ma vie, très proche, puisque je l'ai frôlé plusieurs fois. Aujourd'hui, que j'atteins l'âge où la mort est là, tout proche, elle ne pourra plus guère tarder maintenant à venir accomplir ma vie. Je la considère avec beaucoup de respect, je la considère avec une attente très amicale. La mort est pour moi une amie, je sais qu'elle est là, je sais qu'elle prendra son temps, qu'elle trouvera son heure. Je suis convaincu qu'elle ne mettra pas seulement fin à ma vie, à la vie de mon corps, mais qu'elle ouvrira peut-être la porte à autre chose, dont je ne sais absolument pas, dont personne ne peut savoir ce que c'est, mais dont je suis intimement convaincu que c'est quelque chose. La mort n'est pas seulement la fin de la vie du corps, elle est aussi sans doute le commencement d'un rapport de cet être que nous sommes avec une autre dimension de l'être. Et je cite toujours volontiers à ce propos un vers de Shakespeare qui, dans La Tempête, fait dire à Prospero « We are the stuff that dreams are made of, and our little life is rounded by a sleep. » Nous sommes de la substance dont sont faits les rêves, et notre courte vie est entourée par un sommeil. Oui, j'ai l'impression que je suis sorti d'un sommeil en naissant et que je vais rentrer dans ce même sommeil en mourant. Et que c'est ce sommeil qui nous entoure tous et qui fait en somme la substance de l'humanité, qui doit m'accueillir comme il m'a ouvert à la vie au moment de ma naissance. J'ai donc, avec cette chose étrange qu'est la mort, une relation à la fois, comme je disais, amicale. Non seulement elle ne me fait pas peur, mais je pense qu'elle m'accueillera avec la même gentillesse que j'ai été accueilli tout au long de ma vie par les êtres que j'y ai rencontrés. Je lui fais confiance. Je n'ai pas envie de souffrir, mais mourir, trouver le moment où cette vie s'achève et ouvre à autre chose, c'est quelque chose à quoi j'attache beaucoup d'importance et à laquelle je me prépare avec cette confiance que m'a inspirée ma propre vie. Le tiroir, le voilà. Comme vous voyez, c'est un tiroir qui est assez plein, mais en plein désordre. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Tenez, par exemple, la carte d'identité de mon frère, âgé de plus de 3 ans que moi, et qui est mort il y a maintenant 5 ans. Là, c'est encore des photos sans grand intérêt. Et voilà une petite photo avec mon ami Michel Rocard. Alors, celui-là, il est resté proche de moi jusqu'à ces jours-ci. Et j'admire ce qu'il fait actuellement. Il fait un effort pour lutter en faveur du désarmement nucléaire total. Il voudrait qu'on supprime les armes nucléaires. Il a bien raison. Est-ce qu'il va y arriver? Je ne sais pas. Tiens, ça, c'est moi tout jeune. C'est vieux. Bon, qu'est-ce que j'ai encore comme photo amusante? Edgar Morin, le jour du 60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Comme par hasard. On était côte à côte sous le palais de Chaillot. Ça ne lui ressemble pas, mais c'est lui, je peux vous l'assurer. 30 ans plus tard, nous voici en 1977. Et je travaille au sein des Nations Unies. Je viens d'être nommé ambassadeur auprès des Nations Unies à Genève. C'est le premier poste d'ambassadeur que me donne ma carrière.
On le dit depuis bien des années. Un jour, vous verrez, si les pays riches ne font rien de plus pour les pays pauvres, s'ils ne les aident pas à garantir un minimum de leurs ressources, s'ils ne sacrifient pas un peu de leurs intérêts au profit des économies sous-développées, un jour, vous verrez, tout va craquer. Moi, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais quelque chose où j'ai retrouvé une des parties les plus importantes de mon engagement, le désir d'être parmi ceux qui apportent une réponse au problème du sous-développement, du mal-développement, de la pauvreté effroyable de toute une partie de nos sociétés humaines. Je travaille sur ce fonds commun. Un jour, à 4 heures du matin, on nous réunit et on nous dit « ça y est, c'est accepté ». C'est accepté par tous le programme du fonds commun. Je me dis « ah, quelle chance ! Une fois quelque chose en quoi je me suis engagé aboutit ». Quelques années plus tard, on s'aperçoit que ce fonds tombe dans l'oubli, qu'on n'a pas donné les ressources suffisantes à ce fonds pour qu'il puisse faire ce qu'il était destiné à faire. Zut! Est-ce que je vais renoncer maintenant? Est-ce que je vais dire non, le développement, il n'y a rien à faire? Je ne peux pas. Je suis trop engagé. Quelques années plus tard, je demande à Pierre Abelin, qui vient d'être nommé ministre de la Coopération, c'est la première fois de ma vie que je demande à un ministre de me recruter. Ça ne m'est jamais arrivé avant. Pierre Abelin dit « ah, très bien, je vous fais charger de mission et je vous confie en particulier une mission importante, c'est d'aller regarder dans les pays qui sont nos partenaires, les pays d'Afrique francophone, comment nous pouvons améliorer notre coopération. Je monte des missions de dialogue, j'en retire la substance d'un rapport, le rapport Abelin. Mais ce rapport, Giscard d'Estaing, le président, n'en veut pas, il est oublié dans les tiroirs. Tant pis, il faut recommencer. 15 ans plus tard, c'est Michel Rocard, cette fois, qui me dit « Est-ce que tu peux rédiger un rapport sur la politique française de coopération ?» Ah, je me dis, voilà enfin une tâche qui va me convenir. Et notre rapport est accueilli par Michel Rocard avec satisfaction. Il nous dit « Oui, c'est ce que je voulais. Je vais en parler au président Mitterrand. » Voilà que le président Mitterrand trouve que tout ce qui lui vient de Rocard, ça ne l'intéresse pas, et il met le rapport dans le tiroir. Est-ce fini? Non, ça continue. Quelques années après, voilà que Lionel Jospin devient, par miracle, Premier ministre, parce que l'autre a fait cette bêtise qui consistait à dissoudre l'Assemblée et qu'il y ait de nouvelles élections. Eh bien, je m'approche de Jospin et je lui dis « Est-ce enfin le moment de réaliser ce qui a été mon espoir, une meilleure compréhension par les pouvoirs publics français de ce que peut être la coopération au développement ?» Oui, me dit-il, et voilà qu'un haut conseil est mis en place. Et ce conseil va essayer de faire quelque chose, et on s'aperçoit que malheureusement, les gouvernements successifs de la France ne donnent pas la force nécessaire à ce conseil. Est-ce donc la fin? Eh bien non. Je suis maintenant membre d'un collégium international éthique, scientifique et politique. Quel va être l'objectif de ce collégium, avec beaucoup d'autres? C'est de faire face à ce défi que je vis maintenant depuis 60 ans comme un défi, et c'est le défi de l'aide efficace au développement et de la lutte efficace contre la pauvreté. Je crois avoir réussi, c'est peut-être la seule chose que j'ai vraiment réussi, c'est d'épater ma mère.
Et pour l'épater, il fallait s'y mettre, parce qu'elle avait le regard acéré, et quand on disait une bêtise, elle vous le faisait sentir. Mais je crois qu'à 2 ou 3 reprises, j'ai réussi à lui faire comprendre que j'avais réussi quelque chose plus jeune qu'on ne le réussit d'habitude. Ainsi, j'ai passé mon baccalauréat à l'âge de 15 ans. Eh bien, pourquoi ai-je fait cela? Pour une seule raison, épater ma mère. Ensuite, j'ai essayé, mais beaucoup plus difficilement, d'épater d'autres femmes. La femme qui a été pendant plus de 40 ans ma femme et qui m'a donné 3 enfants, Vitia, était une femme difficile à épater. Elle était plus intelligente que moi, plus subtile que moi. Elle avait quelque chose qui me faisait penser qu'il fallait que je fasse un véritable effort pour ne pas la décevoir. J'ai ensuite eu la chance de me remarier après le décès de ma première femme. Et Christiane, qui partage maintenant ma vie, qui a eu la gentillesse d'accepter de passer les années de sa vie avec quelqu'un 10 ans plus âgé qu'elle et qui vieillissait et qui arrivait vers les portes de la mort que nous avons déjà évoquées à un autre moment, eh bien, elle, je n'ai qu'une manière de l'impressionner, c'est peut-être de ne pas marquer trop fortement ma vieillesse. J'essaye de me comporter comme si j'avais encore 20 ans de moins. Je pense que la façon de partager son amour entre plusieurs femmes est quelque chose qui m'est devenu naturel du fait même de la façon dont s'est développée la vie de ma mère. C'est toujours à elle que je reviens. Dans tout ce qui m'a formé, c'est toujours elle qui m'a formé. Elle a compris que 2 hommes pouvaient aimer la même femme et que cette femme pouvait avoir des relations fortes avec l'un comme avec l'autre. C'est ce que Truffaut a repris dans ce film qui d'ailleurs vient de l'aventure même de mes parents, Jules et Jim. Eh bien, pour moi, aimer, c'est quelque chose qui se décline de diverses manières. On peut et on doit investir dans l'amour. Lorsque on rencontre un amour, lorsque une femme, pour moi qui n'ai aimé que des femmes, j'ai renoncé à ce que ma mère m'avait proposé. Elle avait pensé que ce serait bien pour moi d'avoir une relation avec un homme. Elle aurait voulu que j'aie une rencontre de type socratique. Et ça ne s'est pas matérialisé. La vie est comme elle est, on ne la refait pas. Je n'ai donc aimé que des femmes, mais il m'est arrivé d'être profondément acquis à l'amour d'une femme et en même temps d'en voir surgir une autre à laquelle, d'une certaine façon, il m'était impossible de résister ou de renoncer. Du coup, ça ne facilite pas toujours la vie
Les femmes, vous savez, sont possessives. Elles n'aiment pas que l'homme avec lequel elles pratiquent cette chose extraordinaire qu'est l'amour, tout à coup, ait une autre femme dans sa vie. Il faut savoir gérer cela avec prudence. Et c'est difficile, et quelquefois ça aboutit à des échecs. Mais il reste que devant certaines situations où tout à coup on sent quelque chose d'irrésistible, même si on est déjà en relation amoureuse, heureuse avec une femme, cette chose tout à coup irrésistible vous amène à vouloir vous dévouer à cette autre femme. Et alors, ça cause des problèmes. Dans ma vie, ça m'en a posé à un moment donné, et c'est le seul moment où j'ai eu contact avec un psychanalyste. Ce psychanalyste qui s'appelait, je crois bien, Lebovici, un grand psychanalyste, a eu la gentillesse de me recevoir. Je lui ai dit, « Maître, comment je fais? J'ai une femme que j'aime profondément, mais une autre qui m'attire profondément aussi. » Il m'a répondu, « Ah, je vois ce que c'est. Vous vous prenez pour le bon Dieu. » Ouh, j'ai dit, il a peut-être raison. Il faut que j'essaye de ne pas me prendre pour le bon Dieu. Et à ce moment-là, je vivrai un problème de double amour, comme le vivent tous les hommes qui n'arrivent pas à le résoudre parce qu'ils ne sont pas le bon Dieu. Que les affidavits qu'ils avaient ne duraient pas éternellement. Donc, ils avaient vraiment besoin. Tenez, voilà un bistrot sympathique. On va rentrer là-dedans. Merci. Écoutez, Stéphane, vous détonnez dans le paysage français. Parce qu'un ambassadeur de France est quelqu'un de très circonspect, de très honorable. On est plutôt prudent dans votre profession. Vous êtes d'origine juive et vous vous intéressez avec beaucoup d'ardeur à la Palestine, au conflit israélo-arabe. Et quand cette sensibilité vous est-elle venue? Pourquoi vous intéressez-vous tellement à cette question? À vrai dire, j'ai deux raisons très fondamentales. C'est le fait que ma famille est à moitié juive et que donc la destinée des Juifs, pour moi, fait partie de tout ce qui me préoccupe. J'ai également eu la chance de travailler aux Nations Unies au moment où on créait l'État d'Israël, les années 47-48, simultanément avec la période où je travaillais avec Cassin sur la Déclaration universelle. Moment très important, mais pendant les 20 premières années de l'existence de l'État d'Israël, je me disais, oui, bien sûr, les Arabes ont dû souffrir de cette implantation d'un État. Mais je me disais, tant pis, c'est leur tour. Ils n'avaient qu'à ne pas attaquer tout de suite les Juifs dès le début de 1948. Et je trouvais que jusqu'à la guerre des 6 jours, l'équilibre était à peu près respectable. Donc c'est la guerre de 67. C'est la guerre de 67 qui vous fait changer d'attitude? Exactement. Après la guerre de 67, j'ai constaté que les Israéliens laissaient passer toutes les occasions qui leur étaient données d'avoir vis-à-vis de leurs voisins arabes, de leurs voisins palestiniens, une attitude comme celle que je souhaite à tous les peuples. Est-ce que vous avez été écouté par les autorités françaises, éventuellement l'opinion française? Avez-vous le sentiment que vous n'avez pas milité pour rien? Alors, si vous voulez, de plus en plus, et notamment depuis 3 ans, depuis la guerre du Liban, je m'aperçois que de plus en plus de Français et de plus en plus de Français juifs se rendent compte qu'Israël va dans le mur. Alors, quand on le dit avec force, on vous dit « Oh là là, vous êtes un antisémite ». C'est absurde. En ce qui vous concerne, c'est cocasse. Vraiment cocasse. Mais en revanche, dire aussi « Ah oui, mais Israël fait ce qu'il peut, leur sécurité est en cause, donc il faut bien qu'ils se défendent ». Là, je suis en désaccord complet.
car je pense que dans l'intérêt même d'un Israël qui voudrait être un des États forts de la région et qui peut l'être, leur politique actuelle est désastreuse. Et vous qui êtes l'homme de l'ONU, l'homme de la communauté internationale, l'homme des droits de l'homme, l'homme de l'éthique universelle, dites donc là, il y a un problème concret. Et il y a un problème qui est un problème très facile à comprendre. Qu'est-ce que c'est que les Nations Unies? C'est une organisation interétatique qui réunit des États souverains. Quand les États sont d'accord sur quelque chose, sur l'aviation civile, sur la santé... Oui, mais quand il n'y a pas de problème, l'ONU, ça marche. C'est quand il y a un problème qu'on se pose une question. Quand il y a un problème aussi grave, c'est-à-dire un problème de paix et de guerre, on a constitué un organe qui s'appelle le Conseil de sécurité. Quelquefois, il marche lorsque les 5 membres sont d'accord. Mais dans le problème qui nous concerne, le fait qu'il n'y a jamais eu d'accord entre les 5 membres permanents bloque l'ONU. L'ONU n'est qu'un instrument. Je dis toujours, l'ONU n'est pas une puissance. J'aimerais que ça change. J'aimerais par exemple qu'un secrétaire général élu, mais élu par des citoyens du monde, ait la force de dire aux États, écoutez, vous avez la charte, hein, lisez-la, vous ne faites pas ce que vous avez promis de faire. Moi, je suis là pour vous demander de le faire. Ce serait merveilleux. Je ne suis pas un idéaliste vaseux. Vous n'êtes pas un utopiste, non. Je sais. Mais vous avez tout de même une foi dans le droit international. Oui. Vous avez une conviction que j'ai du mal à partager, Stéphane. Mais oui. Au fond, je n'ai pas votre optimisme. Et moi, ce que j'admire, c'est votre optimisme. Parce que, finalement, les optimistes sont un peu béats et un peu passifs. Et vous êtes un optimiste actif, ce qui est rare. J'essaye. Mais vous savez la raison pour laquelle vous avez une position différente. Vous êtes très jeune. Quand on devient très vieux, on se rend compte que les problèmes que l'on croyait insolubles finissent par être résolus. Je suis convaincu que les Nations Unies, dont on n'arrivera plus à se débarrasser, heureusement, mais vont acquérir par la force des choses, ont déjà acquis sur un certain nombre de problèmes qui paraissaient insolubles, un avantage parce que tout le monde y est. Mon cher Stéphane, vous me convainquez par votre vie. Je ne sais pas si vous me convainquez par votre pensée, mais je ne crois qu'au témoin capable de se faire tuer, comme disait l'autre, et vous avez prouvé que vous êtes capable de vous faire tuer. Et puis, au fond, il n'y a que la vie, l'existence, l'œuvre des hommes, leurs actes qui font foi. Et en ce sens, vous m'inspirez confiance. C'est en quoi je vous considère comme un frère. Car ce que vous dites, justement, sur la nécessité d'avoir un péril, et un péril visible, pour susciter de la fraternité, j'y souscris tout à fait. Je crois que là-dessus, nous sommes d'accord. Sur d'autres choses, nous pouvons diverger un peu, mais là-dessus, nous sommes d'accord. Mitterrand, là, il est en train de me remettre l'ordre de grand officier du mérite, comme par hasard. Depuis, je suis devenu grand officier de la Légion d'honneur. Ridicule, mais il faut s'y faire. Et me voilà encore, on me voit avec le Dalai Lama. À plusieurs reprises, j'ai eu la chance de rencontrer cet homme merveilleux, cet homme pacifique, cet homme qui ne veut pas l'indépendance du Tibet. Il veut simplement que les Tibétains aient le droit qu'on leur refuse de pratiquer leur religion. Et voyez-vous à quel point c'est difficile de faire progresser les droits de l'homme. Il y a des années qu'il s'y emploie, avec toute son intelligence, sa sagesse. Et on continue à voir. Tiens, ça c'est une photo, ça c'est Mandela. Et ça a été une de mes joies de me trouver à Middelburg, au milieu de gens qui recevaient des prix de la Fondation Roosevelt. Et Mandela est arrivé, vieux, merveilleux. La reine de Hollande le soutenait tellement on avait de respect pour cet homme extraordinaire. Je voudrais bien trouver une autre image, mais je n'ai pas malheureusement d'image de l'homme en qui je mets maintenant toute ma confiance. Je pense naturellement à Barack Obama. Il a
fait connaître sa pensée dans des livres remarquables, celui en particulier qu'il a appelé l'audace de l'espoir, the audacity of hope. C'est un terme que je reprends entièrement à mon compte. Et maintenant, prenons la dernière date, 30 ans plus tard. J'ai en 2007, j'ai 90 ans, 30 de plus qu'en 77. Eh bien, là aussi, qu'est-ce que je vais rencontrer? Je vais voir que l'autre problème qui me préoccupe depuis plus de 20 ans, le problème de l'immigration, le problème des malheureux immigrés que l'on prive de leurs papiers, que l'on ne veut pas régulariser et qu'on essaye d'expulser de France pour ne pas peser sur notre identité. Absurde idée, alors que la France, l'identité de la France, est faite d'une succession de mouvements migratoires, depuis les Gaulois et les Romains jusqu'aux Francs et jusqu'aux Celtes et jusqu'aux Italiens, Polonais et autres qui ont apporté, Portugais, Maghrébins, Africains, qui nous ont apporté l'identité que nous sommes. Et que fait le gouvernement de M. Sarkozy? Il nomme un ministre. Il s'appelle d'abord Hortefeux. Ensuite, il s'appelle Éric Besson. Que font-ils? Ils donnent à leur ministère le nom de ministère de l'immigration, de l'identité nationale et de la coopération pour le développement. Et ce ministère, sa tâche principale est de veiller à ce que les gens qui sont en situation clandestine, irrégulière chez nous, qu'on trouve le moyen de les expulser. Premièrement, ça coûte cher. Deuxièmement, ça n'a aucune efficacité, car à peine expulsés, ils reviennent. Mais ça fait bien, ça fait chic. On dit, nous défendons notre identité. Nous ne voulons pas être envahis par des gens qui n'ont pas leur place chez nous. Au lieu d'adopter enfin une politique intelligente d'immigration. Voilà l'objectif que je poursuis depuis longtemps, et voilà que j'en aperçois le grave échec en Europe et en France. Est-ce que je vais me laisser décourager? Bien sûr que non. Bien sûr qu'aujourd'hui encore, je travaille avec mes amis de France Terre d'Asile, avec mes amis de la FIDH, avec mes amis d'Amnesty, avec toutes les organisations qui sont là pour défendre une politique d'immigration intelligente. Et c'est ce qui, j'en suis sûr, tant que je tiens encore à peu près debout, va continuer à me mobiliser. Vous voyez, j'essaye de faire comprendre le genre de bonhomme un peu absurde que vous avez devant vous. Il veut s'engager. Il a appris de Jean-Paul Sartre, quand il était un jeune étudiant, qu'un homme n'est un vrai homme que lorsqu'il est engagé et qu'il se sent responsable. Ça paraît absurde. Il y a peut-être d'autres choses à faire dans la vie que de s'engager. Mais quand on est une fois saisi par ce démon de l'engagement, parce qu'on se dit que les problèmes, il faut les pousser, il faut les faire progresser, et que même s'il y a échec après échec, il faut continuer à les pousser, et qu'un jour viendra, je ne serai plus là, mes enfants ne seront plus là, mes petits-enfants ne seront plus là, mes arrière-petits-enfants, j'en ai 5 maintenant, ne seront peut-être plus là, mais ces problèmes resteront, et l'engagement pour les faire progresser, pour soulever ce rocher que sont les défis qui se posent aux sociétés humaines, il ne faut jamais y renoncer. C'est un merveilleux magasin. Tu vois, ça tu aimes bien, oui. Ça n'a pas de quoi? Si, j'ai tout ce qu'il faut. Tiens, il faut passer là. C'est gentil, merci. Vous allez bien? On est ensemble, ça va bien? C'était formidable dans les débats. Vous m'avez vu? J'ai Ah vu. ben alors. Et j'ai enregistré même. Ah alors, ça c'est chic.
Ça, c'est Il y en sûr. a un qui dit la vérité. Ah bon? Oui, il y en a un en France qui dit la vérité. Il faut bien que quelqu'un la dise. Hein. On aime bien la rue Daguerre. C'est là qu'il fait bon. Viens voir. Et nous sommes en train de regarder. Et ça, par exemple, tu te souviens? C'est Béatrice de Hollande. Béatrice de Hollande. Et ça, alors ça, c'est la photo avec Arafat, c'est à la Moukata, et c'est bien plus tard que nous avons été ensemble à Gaza. Oui, alors Gaza, c'est en juin 2009, c'est-à-dire quelques mois après l'opération Plomb durci. Nous arrivons à Eretz, nous étions 4, et seuls toi et moi, sans explication, sont admis à entrer, et nos 2 amis sont refoulés. Nous sommes actuellement dans un centre d'éducation par le jeu d'une association palestinienne pour enfants de Gaza. Et nous trouvons des enfants très traumatisés, très mal en point. Et ce centre avait pour mission essentielle d'essayer d'apaiser psychiquement ces enfants qui vivent dans une terreur permanente. Dès qu'ils entendent un avion, ils sont complètement désemparés. Ils apprennent, vous apprenez beaucoup de choses dans la tête et beaucoup de choses dans le cœur. Dans la tête, c'est l'intelligence. Et dans le cœur, c'est le courage. Et demain, c'est la liberté. Bravo. Merci. Ce qui nous a aussi frappé, c'est l'hôpital qui a été formidablement endommagé. Nous l'avons visité, tous les étages sont démolis et nous avons pu voir le fer complètement fondu. On nous a dit que c'était le résultat des bombes au phosphore. Le plus criminel dans tout ça, c'est que l'on a bloqué ces 1,5 million de Gazaouis dans un endroit sans contact possible avec l'extérieur. Lorsque maintenant des bateaux veulent essayer de leur apporter au moins un peu de nourriture, un peu de médicaments, l'armée israélienne va s'y opposer. Alors, est-ce que c'est perdu ou est-ce qu'on peut espérer que sous la pression internationale qui devrait enfin se réveiller et cesser de laisser Israël jouir de cette épouvantable impunité depuis 40 ans, que quelque chose va enfin bouger, que ce rocher peut être surmonté, élevé pour que nous ayons enfin une paix à laquelle toi et moi nous aspirons maintenant depuis des années. Pourquoi ne pourrait-on pas considérer que les hommes ont la capacité, et je dirais la capacité grâce à la philosophie, grâce à la métaphysique, d'avoir un rapport avec le divin, avec le transcendantal, avec ce qui n'est pas dans la vie immanente et dont nous avons besoin, dont j'ai le plus grand besoin. J'ai besoin d'anges, j'ai besoin d'êtres qui ne soient pas de la matière dont nous sommes faits, qui transcendent notre vie. Mais ça ne doit pas être ni un Dieu unique, ni un personnage barbu, qui nous nie surtout le carcan d'une religion. C'est là que réside ma plus grande résistance à l'égard de la religion et donc particulièrement des monothéismes qui sont les religions d'aujourd'hui. Ils sont facteurs de violence. Et nous vivons malheureusement aujourd'hui encore par le resserrement et la crispation des communautés religieuses à un vrai danger, un danger de confrontation basé sur des appartenances religieuses, souvent artificielles, souvent avec lesquelles des gens, des tyrans jouent ou des terroristes jouent pour essayer de susciter de la violence. Et ça m'est
insupportable. Alors, sans religion, on se porte très bien. Je mène une vie qui, malgré le fait que je dépasse maintenant 92 ans, continue à être alimentée par ces engagements dont nous venons de parler. Ces engagements sont connus et par conséquent, je suis sollicité. Est-ce que c'est une surcharge? Non. Pour moi, c'est parce que je suis encore sollicité que je fais un effort même, si je puis dire, un effort physique sur moi-même. J'essaye de me maintenir à peu près en bon état de marche et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il vaut mieux pour moi que je circule encore à droite et à gauche au risque d'embêter mon épouse qui trouve qu'on en fait trop, mais ça ne fait rien, j'essaye et ça me maintient en bonne forme et c'est pourquoi je ne peux pas renoncer à la multiplicité de ces activités.